La démarche, elle est toujours la même, hein, chez moi. Je reprends toujours une formule de Julien Green qui est j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que je pars. Je crois que j'ai commencé vraiment à écrire des romans. J'ai écrit beaucoup de romans dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 9, 10, 11 ans. D'ailleurs, au même âge que Le Clésio, parce qu'on en parle souvent. On a écrit un nombre de merdes absolument incalculable. Entre 10 et 20 ans, heureusement qu'elles n'ont jamais été publiées. J'en faisais à peu près 2 par an, qui étaient en général des plagiats, quoi, de différents auteurs. Et puis après, j'ai fait un grand livre qui était Monsieur Adrien, mais vraiment le grand livre. Je me souviens que François-Régis Bastide m'avait dit, je n'avais pas cru tout à fait, mais un peu, que j'étais le nouveau Stendhal. Mais il m'avait dit, Coco, pour que tu aies le prix Goncourt, il faut que tu enlèves, c'était peut-être la moitié de ce livre qui était énorme, il devait faire genre 800 pages. J'avais dépecé ce livre qui, à l'arrivée, je crois, faisait 280. Qui était plus vraiment plus très bon. Je ne sais pas s'il était très bon à l'arrivée non plus, et qui n'a évidemment pas eu le concours. Et alors, Julien Green, il m'a expliqué, voilà, j'avais beaucoup de mal, je me souviens, j'ai continué à écrire mes romans, ça m'était un temps fou, ils n'étaient pas terribles, je ne les publiais pas d'ailleurs. Et puis, donc c'était à 30 ans, même peut-être un peu plus tôt, 28, 29, et puis il m'a dit, mais non, un roman c'est très simple, c'est un personnage. Moi par exemple, il me raconte un de ses livres. Euh, C'était une femme sur comme ça, à l'arrière d'un bus, comme ça, derrière une vitre. Il voit cette femme, ce visage. Puis ce visage rentre en lui, et puis voilà, puis il prospère, il prend de l'importance. Et à partir de là, un jour, bah voilà, il va se mettre à écrire, et c'est cette femme qui va dicter, ou il va regarder cette femme agir, et il prendra, disons, sous la dictée une chose très simple, j'appelle ça la voix, moi. C'est-à-dire, les livres, vous savez, il faut avoir une voix. Moi, j'écris sous la dictée, comme je disais Green comme Green. Et il faut avoir une voix. Si vous n'avez pas la voix, et ça arrive, le bouquin est raté. Les trucs viennent tout seuls. C'est très simple. Antoine Bradsock, c'est venu comme ça. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Et je ne connais pas de Bradsock, je ne connais pas d'Antoine. J'écris Antoine Bradsock. C'est extraordinaire quand on écrit comme ça. Il y a l'idée même d'écrire. Moi, j'ai remarqué, j'écris même de plus en plus vite à la fin parce que, comme si je voulais connaître l'histoire, la fin de l'histoire. C'est pour ça que le roman ne disparaîtra jamais parce que, au fond, on joue avec la vie. Vous voyez, le roman, pour moi, c'est le genre supérieur parce qu'il mélange tous les genres. Dans un roman, vous pouvez mettre de la philosophie, évidemment de la littérature, raconter une histoire, de la réflexion, de la poésie. Enfin, c'est le genre complet parce que vous pouvez tout mettre et vous avez tous les droits. D'ailleurs. Si vous voulez, moi, je fais partie de ces gens, mais il y en a plein. Moi, j'écris parce que j'aime écrire. Voilà, heureusement, j'ai d'autres activités. Parce que si j'avais pas ces autres activités, je serais une sorte de Max Gallo, publiant, à mon avis, peut-être encore un peu plus de livres que lui par an. Quand vous Donc, il disiez n'y a pas l'idée justement, de oui. souffrir. J'ai jamais compris ça. Moi, je crois que d'ailleurs, les écrivains, les vrais écrivains ne souffrent assez peu, même si après, c'est vrai qu'ils retravaillent. Vous voyez, il y a une phrase de Steinbeck que je cite parce que je trouve qu'elle est tellement belle et tellement vraie. C'est quand il y a un livre, si vous voulez, il faut tellement qu'il sorte. Justement, on est pris par cette voix qui vous domine, qui vous dirige, que plus rien n'a d'importance au monde. C'est-à-dire, il dit toujours, moi j'ai cité cette phrase, j'ai reprise de mémoire comme ça, mais c'est vrai, un romancier, c'est quoi? C'est quelqu'un, le toit s'envole, il continue à écrire, il n'y a plus d'électricité, il continue à écrire, sa femme vient annoncer qu'elle divorce, il continue à écrire parce que c'est un truc qui vous hante et qui vous habite et vous écrivez. Il faut terminer l'histoire. Quoi. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé, je voulais être écrivain déjà au lycée, mais j'avais une obsession, je voulais rencontrer Alberto Giacometti. J'ai fait un journal au lycée, je devais être en troisième, en seconde, avec des amis, 2 amis. Ça s'appelait le Crotal, uniquement pour rencontrer Alberto Giacometti. Et j'étais le rencontrer, voilà, je l'ai vu, et après il m'a dit reviens petit, et je suis revenu, et j'allais souvent le voir, etc. C'est vrai, il avait un truc très bizarre, c'est que la toile terminée, il s'en foutait, quoi. Je veux dire, moi il me proposait toujours des statues, mais comme j'allais rentrer en Normandie et que j'allais prendre le métro, comment j'allais porter ces trucs-là, ouais. Je pense que c'est un comportement qu'on a souvent, et l'idée de quand on fait, c'est exaltant. Mais moi j'écris toujours des chefs-d'œuvre, et je publie des merdes. C'est-à-dire que dès que le livre est écrit, j'ai besoin d'avoir un autre livre en train parce que je trouve que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté... oui, je vois, mais les peintres sont pareils souvent. Vous savez, ils ont besoin, dès que le truc est terminé, de se mettre tout de suite à autre chose parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont quand même raté et que le prochain
la prochaine toile, la prochaine peinture sera enfin le chef-d'œuvre. Et moi, je suis comme ça. Vous voyez, le dernier livre, moi, je j'aime jamais tellement, il faut bien le dire. Vous voyez, même celui-là, hein, bon, je sais, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. L'accueil, les gens, les lettres. Vous savez, quand vous avez 2000 lettres, formidables. Voilà, c'est surtout des femmes, d'ailleurs, qui se marrent. D'ailleurs, il y a surtout des femmes ici qui se marrent en disant ah, bah, je comprends maintenant le pauvre con, là, pourquoi il est parti. Ah, je comprends. Ah, le pauvre con avec qui je vis aujourd'hui. C'est un peu. De toute façon, le truc qui ne va pas, c'est ces types qui, comme moi, sont avec des femmes qui ont 20 ans de moins, ou plus de 20 ans de moins, parfois 30 ans de moins, 40 ans de moins. Mais j'en connais, vous savez, on en connaît. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, et je peux vous dire, il y a un vrai club, hein, comme ça, des mecs plaqués à 60 ans avec leurs femmes de 25 ans. Mais j'en connais plein. Je les accueille chez moi maintenant parce que je vois qu'ils sont toujours détruits. Mais on peut faire des dîners avec plein de monde chez moi dans le Midi, là où je vous assure. C'est très amusant de voir ça. Et c'est toujours la même histoire. Et de toute façon, moi j'adore un peu les secouer en disant mais tu te rends pas compte, tu pues la mort, tu pues de la gueule. Enfin, je veux dire, le côté, non mais attendez, il y a ce côté, oui, en besoin de chair fraîche que je trouve pathétique. Et si vous voulez, moi je me suis oui, il y a une forme d'autocritique aussi dans ce roman, même si répète, je ne parle pas de moi, mais je m'en prends, c'est vrai, aux hommes qui, comme moi, si vous voulez, sont toujours allés chercher, enfin de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est justement parce que vous aviez été plaqué que c'était aussi difficile à vivre la rupture? Non, parce que c'était le très grand amour. Ah non, parce que ça n'avait rien à voir avec les amours précédents. C'était vraiment de la fusion, quoi. C'était fusionnel pendant 6 ans. À l'amour fusionnel, je voulais vraiment lui régler son compte parce que je me dis vraiment, finalement, on se fait vraiment avoir, alors que finalement, un vrai amour avec un rapport d'égalité où chacun se respecte, où il n'y a pas de jalousie d'ailleurs aussi. Je trouve ça, c'est un bel amour. Moi, les amours, j'en ai vécu comme ça d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à chaque fois. Mais si vous voulez, l'idée, presque tout est vrai et tout est faux dans ce livre. Vous voyez, tout est vrai parce que c'est vrai que, vous voyez, le cancer c'est vrai, la rupture c'est vrai, le coup de foudre, tout ça est vrai. Et puis en même temps, c'est habillé, je me suis pas cassé la tête pour, vous voyez, embrouiller. Moi, écoutez, c'est simple. Moi, ma démarche est toute claire. C'est-à-dire que c'est pas de l'autofiction dans la mesure où c'est pas, j'ai pas raconté ma vie en la romançant. Je me suis dit, mais comme souvent, parce que je dis le romancier est un prédateur, quand j'ai vécu cette histoire, c'est-à-dire pas tellement le cancer, mais c'était plutôt la rupture amoureuse, quand je me suis retrouvé totalement anéanti, je me souviens même la scène de rupture, je racontais une histoire horrible, j'avais mise dans le lit, mais j'ai enlevé. C'est tellement dégueulasse. Mais quand j'étais totalement anéanti par la rupture amoureuse, si vous voulez, je me suis dit, mais quel roman ça ferait? Je suis cassé littéralement, je me souviens très bien, je rentre à Paris, qu'est-ce que je fais dans l'avion? Je la prends en note, la scène de rupture. Et je l'ai mise intégralement dans le chapitre. Mais ce n'était pas l'idée, si vous voulez, comme peut le faire Christine Angot, de raconter ma vie, non, c'est de raconter une histoire. De raconter une histoire en me servant de ma vie, comme je l'ai fait toujours dans tous mes livres. Même quand c'est un roman historique comme Le Sieur Dieu, je me sers quand même de ma vie, des paysages que je connais, ou si c'est La Souille, je raconte la Normandie de mon enfance. Et c'est vrai que là, j'aime bien l'autofiction quand c'est comme ça. Mais si c'est pour dire machin m'a fait ça, etc., moi je suis très fier de ce livre, vous voyez, toutes mes ex sont contentes. Mais c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que non, le personnage, il n'est pas tout à fait moi sur plein de points. Je veux dire, je sais pas, on pourrait développer. Ouais, c'est pas moi. Moi, je passe pas, par exemple, mon temps à commencer des bouts de romans que je ne finis pas. C'est pas vrai. Je finis en général ce que je commence. Je sais pas, il y a plein. Et si vous voulez, non, les fautes, c'est non. Et si vous voulez, et même ma vie personnelle ou privée. Alors, si je peux dire les choses franchement, c'est bien pire que ça. Donc voilà. Donc si je l'avais raconté, ça aurait été encore pire. C'était horrible. Moi, je suis pas un fou de psychanalyse, je crois que vous l'avez peut-être compris, mais je sais pas, je me suis souvent dit pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des petits problèmes dans ma famille, on est 5 frères et sœurs, et les réunions de famille, il y avait quelque chose qui gênait toujours les pièces rapportées, c'est qu'on se mettait tous les 5, et on faisait la guerre. La guerre, enfin, c'est-à-dire on reparlait toujours de cette histoire d'enfance. Moi, j'étais battu, pas mes autres frères et sœurs, mais j'étais battu uniquement parce que je défendais ma mère. Et voilà. Et après, j'ai fait une guerre terrible contre mon père. Et certains de mes frères plus jeunes, qui eux n'étaient pas battus, ne comprenaient pas cette guerre, surtout que le plus jeune,
quand il était jeune, il n'a jamais vu mon père battre ma mère, puisque mon père, disons, il avait changé, quoi. Et puis, mais je m'exposais aussi avec l'idée d'en finir. À l'époque, j'avais un cancer. J'en avais marre de mon fils à l'époque, qui avait déjà plus de 30 ans et qui expliquait toujours que s'il était malheureux, s'il buvait, s'il prenait du shit à une époque, enfin maintenant tout ça s'est arrangé, c'est à cause de moi, parce que j'avais quitté sa mère, etc. Enfin, il avait quitté en même temps d'ailleurs. Mais bon, elle était gentille, mais bon, parfois c'était un peu lourd. Et donc, j'écris pour lui, si vous voulez, un peu en disant, regarde, moi, mon père, regarde comment il me traitait, comment je l'aimais, comment je l'aime aujourd'hui, comment je m'en veux d'être passé à côté, parce que voilà, parce que c'était un hommage à mon père. Moi, j'ai passé mon enfance à la ferme. C'est vrai que ça crée un rapport différent, je pense, à la mort. Autrefois, vous savez très bien, aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il va mourir seul, en général, à l'hôpital. C'est vrai que moi, je suis parti d'une génération où voilà, on mourait au milieu de tout le monde, presque à la limite dans la pièce principale, et on allait voir le mourant, on lui parlait, etc. Et à la limite, puis on venait le nettoyer, parce que c'était les femmes qui faisaient ça, mais les enfants pouvaient venir aider aussi, et voilà. Enfin, le mort, je parle, pas le mourant. Et donc, voilà, j'ai été élevé vraiment à la campagne, comme un paysan. J'en ai gardé vraiment que des bons souvenirs d'ailleurs, et puis sans doute aussi une façon de voir la vie. Et si vous voulez, le refus, l'espèce de déni de cette époque, je me sens un peu étranger. Vous avez une très jolie phrase, hein. C'est quand on a appris à vivre qu'arrivent à maturité les arbres qui feront nos cercueils. Je ne sais pas si vous avez mis longtemps pour la trouver, celle-là. Elle est superbe. Écoutez, j'ai mis pas mal de temps parce que c'est vrai qu'elle a eu deux, trois. Ouais, c'est la dernière phrase du livre, c'est presque la dernière. L'avant-dernière phrase. Oui, mais enfin, c'est celle voilà, qui compte. Et qui compte. Et c'est vrai qu'elle a eu deux, trois versions. Bah, moi, j'ai quitté le Nouvel Obs en 1988. Bon, l'entente avec Jean Daniel était moyenne. Parce que le journal marchait très bien. Et bon, c'était un peu compliqué. Les rapports étaient compliqués. Enfin, je passe là-dessus. Parce que bon. Et je voulais vraiment partir parce que j'aurais laissé ma peau. Mais donc, je suis allé au Figaro. Je n'ai pas du tout regretté cette expérience. Je regrettais juste les 2-3 dernières années. Je pense que j'aurais dû partir. Mais c'était après la mort d'Hersan. Ce qui est fondamental dans un journal, c'est de sortir les informations, de ne pas avoir peur de les donner. Voilà, donc, ce point de vue, moi, j'ai toujours le sentiment que le point énerve toujours en haut lieu. Donc, je ne pense pas que c'est un journal consensuel. Simplement, c'est vrai que c'est un journal qui ne mène pas de bataille dans le sens qu'il ne fait pas de campagne pour un tel ou un tel. Voilà, moi, je déteste ce type de journaux.